Je t'ai bien lancé en plus, hein, c'était pas mal, hein, pas de fioriture et tout. C'est bon? Bien, parlez-nous pour ce petit désagrément indépendant de notre volonté. Vous connaissez la formule, je reprends donc mon propos. Bienvenue ici dans cet amphithéâtre Rabelais de l'Université Gustave Eiffel pour le grand débat des élections étudiantes 2025. À côté de moi, les 4 principaux candidats qui vont donc pendant 1h30 débattre de l'avenir de l'université durant les 2 prochaines années. Je ne vais pas perdre plus de temps que cela et je vais laisser les 4 candidats se présenter. Tout d'abord, Bruce. Bonsoir Bruce. Bonsoir Loïc. Je te laisse de manière très succincte te présenter à notre auditoire et puis à nos viewers qui nous regardent. Bonsoir à toutes les personnes présentes dans cet amphithéâtre et bonsoir aux personnes qui nous regardent en direct sur Twitch. Bruce Pourny, tête de liste pour le conseil d'administration pour l'Orge, un syndicat étudiant indépendant. On se présente au conseil d'administration, au conseil académique, collège D1 et D2 et dans certains conseils de composantes. Merci Bruce. Bonsoir. Bonsoir. Léopold Denis, donc doctorant au sein de l'Université Gustave Eiffel, tête de liste pour le conseil académique uniquement, pour la liste du niveau pour mieux, voilà, qui est présent sur l'ensemble des listes. C'est votre première candidature ici à l'Université Gustave Eiffel. Hein. Exactement. Bonsoir. Alexis. Donc je ne suis pas candidat, mais je viens débattre pour défendre les idées de l'Uni. J'ai choisi de ne pas être candidat, je l'ai été il y a 2 ans. Mais dans le cadre de mes études, je serai en alternance, en Erasmus et en plus en alternance l'année prochaine. Donc en responsabilité, j'ai choisi donc de venir défendre mes idées, mais de laisser la place à des profils plus jeunes qui sont en licence et qui auront la possibilité d'exercer leur mandat en intégralité. Et tu étais candidat il y a 2 ans. Hein, exactement. Et le dernier candidat, Paul. Oui, c'est ça, exactement. Donc moi, c'est Paul Sago. Je suis en première année de master en sciences politiques, métier du politique. Et donc, on se présente avec l'Union étudiante au conseil académique, mais aussi au conseil d'administration. Donc, justement, on est là pour défendre un projet justement pour donner un avenir à l'université. Chacun va essayer de défendre son projet avec calme, sérénité, avec beaucoup de pédagogie pour nos viewers et puis pour notre public. On va gentiment aller dans le vif du sujet très rapidement pour ne pas perdre de temps. Et on va commencer par finalement le premier grand sujet qui est le défi des étudiants ici pour les 2 prochaines années à l'Université Gustave Eiffel. Selon vous, messieurs, quels sont les 3 plus grands défis auxquels les étudiants de cette université sont d'ores et déjà confrontés et seront confrontés dans les années à venir et quelles sont les mesures surtout concrètes que vous proposez pour y répondre? On va commencer par Paul. Oui, bien sûr. Alors, pour nous, les 3 mesures phares qui sont importantes pour faire face aux futurs défis qui peuvent advenir dans l'université, d'abord, c'est avant tout d'empêcher la fusion à Gustave Eiffel pour éviter la division de la recherche. On sait que par le passé, l'université était dans un projet de fusion. On sait que notamment, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup et qui nous préoccupe beaucoup à l'Union étudiante. Partout, la plupart des budgets universitaires ils sont coupés, il y a une réduction dans les moyens, mais ça, c'est pas le fruit du hasard. En fait, c'est simplement une politique qui est voulue pour mettre l'université publique en concurrence avec l'enseignement supérieur privé au sein du classement de Shanghai. Et ça, on dit non à ça parce qu'on est totalement en désaccord, pour ça, car notre université et notre fac, c'est vraiment important et ça doit rester des institutions à part entière et qui ne doivent pas rentrer dans une logique de fusion ni de concurrence, qui doivent être aussi des institutions respectées par le ministère et par le gouvernement. Alors, vous pouvez vous répondre les uns les autres. Hein. Alexis, peut-être réagir sur les propos de Paul. Non, nous, à l'Uni, on a une vision tout à fait différente. Vous parliez justement du fait d'éviter les fusions. Nous, on a plutôt un objectif de réduire les coûts. En 2024, il y a eu 12,8 millions de déficit. Ça a été multiplié par 4 par rapport à il y a 4 ans. Donc pour nous, ça, c'est le vrai sujet prioritaire. Les étudiants, c'est bien, il y a ce que vous disiez pour la recherche, etc. Mais le fond du problème, on le voit avec le contexte économique, on le voit avec les lois du budget qui sont votées en ce moment à l'Assemblée. C'est un des problèmes fondamentaux. Je peux peut-être ensuite les mesures. Moi, je vais tricher, je vais en donner 4. Je pense qu'il y a un enjeu sécuritaire qui est vraiment central, avec notamment de la vidéoprotection. On est en période hivernale, il y a des étudiantes qui nous ont rapporté du témoignage entendu qu'elles ne se sentent pas en sécurité quand elles rentrent vers le bus ou à pied ou vers le RER. C'est vraiment des considérations à prendre en compte. Il y a aussi la neutralité politique, je pense, qu'il faut mettre dans l'université. Et je regarde tout particulièrement Corentin, que j'ai en face de moi, qui a été donc vice-président étudiant et qui
voilà, bon, qui a co-signé notamment une tribune pour appeler à voter lors des dernières européennes 2024, ce que je trouve absolument déplacé. L'université, c'est un endroit pour apprendre, pour étudier, on n'est pas là pour faire de la politique et pour défendre la NFP. Et enfin, je dirais qu'il faut maintenir une politique pro-alternance, que pour le coup, je soutiens. On a 24% d'alternants au sein de l'université Gustave Eiffel, c'est une bonne chose, ça rapporte de l'argent, je le disais, directement dans les caisses de l'université. Un étudiant aujourd'hui, ça coûte 10 000 € aux contribuables, plutôt que les 10 000 €, ce soit l'État qui paye. Au final, c'est l'entreprise qui paye et en plus, elle donne un salaire à l'étudiant. Donc là, on résout tous vos problèmes de précarité, etc. On n'a pas besoin de votre salaire étudiant imaginaire. On résout tous les problèmes d'un coup. Donc voilà pour moi les mesures. Léopold, alors je rappelle juste que, évidemment, on est tenu à l'équilibre des temps de parole, donc on va donner la parole à Léopold et à Bruce, et ensuite on aura un temps de réponse les uns avec les autres. Léopold. Alors, je vous rejoins sur certains points, notamment sur le fait d'éviter forcément un peu la fusion, même si on est issu d'une fusion, donc il faut s'y faire. L'idée, c'est d'aller vers une synergie au niveau de la recherche et au niveau des formations. Actuellement, les laboratoires sont mis plus en compétition, travaillent pas forcément en collaboration sur des projets. L'idée, c'est aussi un peu, pour les étudiants en tout cas, je pense, ils sont moteurs d'unification au sein de cette université. Les laboratoires sont déjà présents depuis avant, il y avait l'Exupem, l'Exifstar, il y avait les écoles. Donc elles ont leur identité propre, on les respecte, mais l'idée c'est que justement ces étudiants qui sont issus de cette même université, ce seront les futurs cadres des écoles, appartenir à des laboratoires, de l'Exupem ou IFSTAR. Et donc l'idée c'est justement qu'ils soient moteurs, et je pense que c'est un des défis pour eux, les étudiants, à accomplir dans le futur. Il y a aussi la partie internationale qui est souvent oubliée par l'université Gustave Eiffel. On est dispatché en plein de campus, comme je dis, on est dispatché, donc faut essayer pour les étudiants, le défi c'est de se réunir et d'avoir aussi une valeur internationale, que ce soit du diplôme ou même durant leur formation, d'avoir accès à une formation internationale, notamment avec le support des laboratoires. Bruce. Beaucoup de choses ont été dites par les trois autres intervenants. Je vois que l'ancienne vice-présidence étudiante en a pris pour son grade. Notamment sur la neutralité politique. La vice-présidence est un organe politique et elle a une position, même si ça vous déplaît. Sur ce qu'a dit le candidat de l'Union étudiante en disant qu'il souhaitait empêcher la fusion, c'est dommage puisque je sais que le Conseil national de l'enseignement supérieur, le CNESER, s'est prononcé contre, et puis François Bayrou, en cadeau d'adieu, a signé le décret de pérennisation, donc voilà, on va devoir faire avec la fusion, même si on peut entendre les inquiétudes sur la baisse des coûts, sur les restrictions budgétaires, et ça fait partie des choses auxquelles on doit faire attention, en particulier avec la période qui s'ouvre. On a un vote pour le budget de l'université qui va arriver, de toute l'entièreté des conseils d'administration, conseils académiques, l'entièreté des conseils sont renouvelés. On ne sait pas quelle présidence on va avoir. On ne sait pas qui on va avoir en face de nous, que ce soit côté étudiant, que ce soit côté personnel. Et aujourd'hui, il y a un risque qu'on finisse sous tutelle du rectorat ou qu'on fasse l'objet de ce qu'on appelle un PREF, un plan de réduction. Non, j'ai un doute. C'est un plan de réduction des dépenses, j'ai plus l'acronyme exact, mais c'est un plan qui est mis en place par le rectorat et par l'État pour pouvoir réduire les dépenses de l'établissement. Et il y a le risque aujourd'hui qu'on se retrouve dans un de ces plans-là. Donc, nous, notre priorité, l'une de nos 3 priorités, c'est de surveiller ça, de faire en sorte qu'on ait le moins de coûts possible, ou qu'on n'en ait pas du tout, idéalement pas du tout, ça serait le mieux, de se battre d'abord pour ça, et ensuite de se battre pour qu'on puisse voter nous-mêmes le budget, pour pas qu'on se fasse imposer le budget. Et c'est ça qu'on veut apporter, nous, en tant que représentants de l'Orge. On est certains déjà avoir siégé dans des instances, en particulier le Parlement étudiant de l'université, même si tout le monde ne le connaît pas. On a parlé notamment des sujets de CEVEC ou des sujets institutionnels. Et on va faire en sorte d'agir en responsabilité et en sérieux pour pouvoir préserver les dépenses, préserver les équilibres financiers et ne pas faire des coupes dans le budget, quoi. Merci Bruce. Paul. Si je peux réagir là-dessus justement. Au niveau justement il y avait un point justement sur la vice-présidence étudiante, sur le fait qu'il y avait une vice-présidence étudiante. Je tiens à rappeler quand même que la vice-présidence étudiante est salariée aux frais de l'université.
ce qui est quand même un rattachement auprès de la fac. Et sur le Parlement étudiant, justement, c'est quelque chose qui a été créé pour museler les étudiants, pour écarter la décision étudiante de la prise de décision centrale, qui sont les deux comités centrales, les deux instances centrales, le CA et la CAC. Et justement, le Parlement étudiant a permis justement de réduire les voix étudiantes. Alexis. Non, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec mon voisin d'extrême gauche. Non, moi, je me concentre sur les positions de l'Orge. Quand vous avez parlé donc, de la valeur ajoutée de votre candidature, sur le fait d'avoir déjà siégé par ces 2 dernières années, vous l'avez encore rappelé par mail, etc. Est-ce que vous pensez, je le disais, avoir multiplié par 4 le déficit, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une plus-value et quelque chose à mettre sur son CV? Moi, franchement, j'en aurais plutôt honte. Et je peux finir. On parlait de la CVEC, sujet très intéressant. Je sais que c'est pas dans le budget, que c'est un peu plus compliqué. Est-ce que, on parlait aussi de politique, est-ce que financer avec la CVEC la Gay Pride de juin dernier, c'est pas de la politique, au fond? Alors, d'abord, sur les représentants de l'Orge, petite précision quand même, ce sont des représentants de composantes. On est des représentants de composantes, donc on a travaillé sur des sujets dans nos composantes, on a travaillé sur des sujets au Parlement étudiant. On n'a pas voté au conseil d'administration ni au conseil académique. Ça, c'est d'autres listes ou d'autres personnes qui ont fait ça. Donc, moi, je n'ai pas eu la main là-dessus. Et nous, aucun candidat de nos listes n'a eu la main là-dessus. Donc, on peut pas, vous ne pouvez pas nous imputer le budget qu'on n'a pas voté, quoi. Sur le Parlement étudiant qui sert à museler les étudiants, forcément, quand on ne vient pas siéger, c'est un peu l'impression qu'on a. Moi, j'ai siégé pendant 2 ans. Je ne dis pas que c'est un endroit où on peut faire la révolution, où on a pu créer une université totalement différente de ce qu'on a fait. Mais par contre, dès qu'on a voulu prendre des initiatives, dès qu'on a voulu proposer des projets, on a été entendu, on a pu porter des trucs. Il a fallu se battre. Ça n'a jamais été facile avec la présidence de l'université. Il a fallu toujours creuser notre chemin pour pouvoir y arriver, mais on a porté des projets. Exemple? Je peux penser notamment à la charte Sévec, qui est actuellement en cours de rédaction, qui permet d'encadrer son fonctionnement et qui a pour vocation de rendre un peu plus transparente son utilisation, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'université Gustave Eiffel, c'est pas très transparent. D'accord. On ne sait pas trop comment ça se passe. Je peux en parler très bien puisque c'est moi qui l'ai porté. Et là, l'exemple de la Gay Pride de juin Sur dernier. l'exemple de la Gay Pride, le Parlement étudiant considère que c'est un projet utile à la société. Mais là, c'est des questions de valeurs, en fait. C'est-à-dire que vous, ces valeurs-là, elles ne vous plaisent pas, c'est votre problème. Mais Vous faites de la politique à travers ça. Justement, l'intérêt d'une CVEC, c'est contribuer à la vie étudiante, contribuer au quotidien des étudiants. Déjà, alors, je sais que vous avez été président de REC et qu'ici on est sur leur antenne. Il y a une grosse majorité d'étudiants qui vont à l'université pour étudier, pour faire leurs cours, pour passer leurs partiels, pour avoir leur diplôme. C'est une énorme majorité. Le pourcentage des étudiants qui sont dans les associations, c'est relativement faible. Pour moi, financer une Gay Pride, faut compter combien de personnes y sont allées sur 16 000 étudiants. C'est quoi la représentation? Un étudiant, par contre, en septembre, qui arrive à une université, qui doit se payer un ordinateur, du matériel, et 100 € dépensés tous les ans. C'est mine de rien, c'est un trou dans le budget. Septembre, c'est connu pour être le mois le plus difficile pour les étudiants. Pour moi, c'est de l'argent qui est gâché, qui est mis à la poubelle et qui est utilisé par une minorité politique qui dirige dans des élections élues à 4%. C'est ça la réalité aujourd'hui. J'entends justement ce qui vient d'être dit ici. D'abord, on fait face à une certaine homophobie apparemment. Ensuite, par la suite, on entend également aussi comme quoi ça serait pas politique. Comment voulez-vous décider des budgets si c'est pas politique? Je pose la question. Merci de nous détailler. L'intérêt des étudiants. Aujourd'hui, l'intérêt des étudiants, c'est étudier. Le budget à l'Assemblée nationale, il n'est pas politique? Mais quel rapport? C'est un budget, le ministère de l'Éducation nationale est politique. Aucun rapport. Moi, je veux supprimer la CVEC. Je veux supprimer, rendre cet argent aux étudiants qui en ont plus besoin. 100 € sur un compte bancaire, c'est plus utile que des drapeaux multicolores. Point. Ça s'arrête là. Et homophobie, alors là, c'est sorti du chapeau. Ah oui, justement, ça prouve bien votre rejet. Mais bon. Léopold, Oui, on va rattraper là, tu as le temps, on a un petit retard, donc je t'en prie. pour ce débat sur la Gay Pride, je n'ai pas grand-chose à dire, dans le sens où on y a peut-être pris un exemple de la CVEC qui a mal été utilisée, mais c'est un exemple parmi d'autres. Je pense qu'il y a, la plupart du temps, la CVEC a son utilité, et la supprimer à part entière, ça serait une erreur.
vérifier un peu mieux les décisions qui en découlent. Et encore une fois, je rejoins le candidat de l'Orge. La décision n'a pas été donnée par le groupe opposé, c'est l'université en elle-même. Mais il la soutient dans l'utilisation dans ce cas précis. Il a le droit de la soutenir selon son avis politique. Et j'ai le droit d'exprimer mon désaccord. Bien sûr, vous avez le droit, mais par contre, je pense que justement, la suppression serait très dure et je pense qu'elle punirait énormément d'étudiants. Peut-être que on se rend pas compte quand vous dites que beaucoup d'étudiants viennent juste ici pour étudier et pas participer aux activités associatives. C'est vrai, il y en a une partie. Je trouve ça dommage justement que tout le monde n'en profite pas. On devrait justement inciter les étudiants à participer activement. C'est ce qui fait l'état d'esprit de l'université et qui incite aussi à les rapprocher et à faire une bonne ambiance. Dernier mot de ce sujet pour Paul. Justement sur la CVEC, nous on propose de la supprimer, mais aussi de la remplacer par ce qui était mis précédemment, c'est-à-dire qu'il y avait une dotation de l'État qui était affectée aux universités, et justement cette dotation de l'État, elle permettait de financer avec transparence sans que les étudiants soient taxés aujourd'hui, parce que c'est quand même une augmentation de quasiment 20 € en très peu d'années, en seulement 3 à 4 ans. Et donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment opposés à ça. Et en plus, que sur cette question-là, on demande que la dotation de l'État soit révisée. Alexis, peut-être le dernier mot, Non, je suis pas d'accord, quoi. Mais Alors justement, on va faire la passerelle et je te donnerai la parole pour la prochaine thématique, qui est le rôle d'un syndicat étudiant ici à l'université Gustave Eiffel, avec cette question assez simple. Quelle est selon vous la mission principale d'un syndicat étudiant à l'université? Doit-il avant tout être une force d'action concrète au service des étudiants, ou plutôt un espace d'expression et de défense idéologique? Alexis, je te donne la parole. moi, je vais commencer avec, je pense, un rôle d'information, d'être des représentants des étudiants. C'est ce à quoi on a vocation à être. Donc, un rôle d'informer, d'aider sur des mesures administratives notamment. Il y a aussi un rôle de représentation. Nous, à l'Uni, on est de droite, on l'assume. On porte des valeurs du mérite, de la valeur du diplôme. On pense que c'est ce qui est le plus utile aux étudiants. On est là pour proposer des mesures concrètes qui marchent. On n'est pas là pour sortir des chiffres, faire des grands programmes et puis au bout des 2 ans il ne s'est rien passé et personne n'a siégé. Nous on croit que c'est à la fois la défense des idées et la défense des étudiants parce que justement avec les convictions qu'on porte, avec des mesures simples, claires, précises, efficaces mais qui se mettent en pratique, on peut réellement changer le quotidien des étudiants. On n'est pas là pour faire campagne pendant 1 mois et ensuite disparaître. Léopold. De ce point de vue-là, sur la représentativité des étudiants, on doit écouter, ça doit être un service après-vente entre guillemets de l'université par rapport aux étudiants. Il y a 2 choses. Il y a la partie recherche, la partie enseignement. Sur la partie enseignement, c'est les étudiants qui sont entre guillemets les rois et qui subissent aussi les décisions prises par le CAC, le CA, tous les conseils. Donc c'est très important d'avoir un service d'écoute et derrière de pouvoir les remonter tout ce qui ne va pas au conseil académique. Et de l'autre manière, c'est aussi important, ou même au CA, de pouvoir contester certaines choses directement au conseil académique ou au conseil administratif si on sait que ça va nuire aux étudiants. C'est tout ce que je... Paul, au niveau du temps de parole, vous pouvez ça un peu d'avance. Alors pour nous, à l'Union étudiante, la mission principale d'un syndicat étudiant, c'est d'agir concrètement d'ailleurs pour défendre les droits et les conditions de vie de tous les étudiants, quel que soit leur milieu, quelle que soit leur origine, tout en étant à la fois un espace d'expression et aussi de mobilisation active pour leur émancipation. Pour cela, pour nous, il est vraiment nécessaire de défendre les intérêts matériels, c'est-à-dire les logements, les bourses, le prix des repas, l'accès au quotidien, aux soins, et finalement moraux, avec la lutte contre les discriminations, le bien-être étudiant, mais aussi d'être une force de proposition auprès de l'administration pour améliorer le quotidien avec les cours, les examens, les infrastructures, et finalement d'organiser l'entraide étudiante avec des épiceries solidaires, les permanences juridiques, des soutiens psychologiques. Cependant, pour nous, c'est important que ça soit aussi un espace de débat et de sensibilisation, parce que c'est un syndicalisme qui est purement gestionnaire, comme certains ici, ça permettrait de perdre de vue une dimension transformative, et justement, pour nous, défendre l'émancipation de
la jeunesse, c'est aussi de former les étudiants à leurs droits et aux enjeux sociaux et à l'esprit critique, mais aussi de porter des combats qui seront plus larges sur la justice sociale, sur l'écologie, sur l'égalité et qui façonnent justement l'avenir pour tous les étudiants. Et pour nous, l'équilibre est idéal. Ce serait une structure qui agit au quotidien, ce serait une structure qui permettrait d'éviter le décalage avec les préoccupations réelles des étudiants, tout en gardant une vision politique claire. En fait, pour nous, tout simplement, l'action politique, elle doit être concrète et pour nous, elle doit primer et ne pas absolument s'appuyer sur des formes de syndicalisme administratif. Voilà, tout simplement. Je vais rappeler de temps à autre d'ailleurs le nom des listes. Donc Bruce, tu as la parole pour l'Orge. Alors, on est globalement tous d'accord sur le principe du syndicat étudiant. Ce principe est là pour faire vivre le débat entre étudiants en dehors des instances où on a plus de liberté, où on a ce rôle où on doit représenter et défendre les intérêts des étudiants. Ce qui aurait été bien de rappeler, c'est que c'est effectivement bien de le faire en dehors des élections aussi et d'être présent sur tout le temps en fait. Il y a des personnes qui ont besoin de vous et qui n'ont pas besoin de vous que quand vous venez faire des tractages 2 mois avant ou que vous interveniez pour les élections, quoi. Pendant 2 ans, il se passe des trucs. Nous, pendant qu'on règle les problèmes. Je me souviens, en tant que représentant de composante, on a dû gérer, par exemple, des histoires avec le Crous. Je sais que certains syndicats ont effectivement été estomaqués par notre slogan « Améliorer le Crous », mais nous avons eu, en fait, en tant que représentants, à nous mobiliser, à mettre de la pression d'abord sur le Parlement étudiant, mais mettre la pression aussi avec la vice-présidence étudiante sur la présidence de l'université pour pouvoir mettre la pression sur le Crous de Créteil, pour pouvoir améliorer la situation, parce que c'était n'importe quoi. Le Sago veut dire quelque chose. Alexis, pour équilibrer, puis après... Non, moi j'oubliais aussi un rôle qui me semble très essentiel, le rôle de surveillance, de surveiller le bon fonctionnement d'une université. On a vu à Paris, à Lyon, des exemples d'antisémitisme avec des groupes où on fait des sondages, est-ce que vous aimez les juifs? Alors ça va peut-être vous gêner parce qu'il y a des gens plus ou moins proches d'associations de gauche. Aussi, même pour aller encore plus loin, je suis déçu qu'il n'y ait pas monsieur Roussel dans la salle. Mais lors du dernier débat que vous avez organisé pour les européennes 2024, on a été, la droite a été clairement censurée. Il y a 2 candidats qui étaient initialement invités. Il y a eu un coup de pression. Alors là, c'est le grand mystère de qui se cache derrière là pour mettre des coups de pression et censurer. Mais au final, on n'a pas été invités. Alors qu'on était tout à fait légitime, qu'on portait une voix et que, je le rappelle, que ça vous plaise ou non, dans la catégorie d'âge qu'on représente, 18-24 ans, il y a 40% des étudiants qui ont voté à droite aux dernières législatives. Donc c'est une voix qui a une importance, qui se doit d'être représentée, et la censurer comme ça d'un coup de stylo, c'est absolument inacceptable. Et vous avez fait un communiqué d'ailleurs à l'époque des européennes pour... L'UNI n'avait pas fait de communiqué, mais les différents partis politiques en question avaient fait des communiqués tout à fait. D'accord. Léopold et juste après Paul. J'ai rien de plus à ajouter là-dessus. Du coup, Léopold. Paul. Si. Petite, Oui, du coup, c'est à vous ou... Bah, c'est à toi. D'accord, très bien. Alors, Je très bien. cède la parole. Oui. Et donc, sur justement la question de mettre la pression, je posais la question parce que vous parlez de justement mettre la pression. Comment est-ce que vous comptez mettre la pression si on n'est pas d'élus au CNESER? Il y a d'autres solutions que le CNESER, mais vous maîtrisez très bien ces solutions. Vous savez que les pétitions, parfois ça marche. Parfois, il suffit aussi de mettre la pression sur les bonnes personnes. On ne peut pas directement utiliser le CNESER qui a tendance parfois à se faire ignorer pour pouvoir mettre la pression sur tout le monde. On met la pression d'abord sur nos représentants au sein des instances, sur la présidence de l'université, qui parfois plie ou nous écoute ou essaie de faire quelque chose. Mais voilà, on peut mettre la pression aussi sur la présidence de l'université qui elle-même fait le relais. Il ne faut pas nécessairement penser que tout procède du national. C'est bien d'avoir une vision un peu décentralisée aussi. On peut avoir de l'action collective locale. Ça peut fonctionner de temps en temps. Et c'est ça que nous, on a fait. Léopold, peut-être Oui, du coup, je rejoins par rapport à ce que tu dis. L'idée, vu qu'encore une fois, on est plusieurs campus, c'est différents syndicats étudiants. C'est-à-dire qu'on est une dizaine de campus en France, même hors de France. Tu vois.
On ne fonctionne pas tous de la même manière, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Un syndicat étudiant qui est en région parisienne n'aura pas les mêmes problèmes qu'un syndicat étudiant à Nantes, par exemple, où on sera beaucoup plus sur une zone élargie avec des voitures en accès, alors qu'on aura des prix de loyer qui ne seront pas les mêmes. On n'a pas les mêmes besoins et donc là-dessus, je pense que en fait, il faut raisonner pas d'un point de vue totalement centralisé, recentraliser l'information au sein de l'université pour adapter au sein de chaque campus. Mais l'idée, c'est quand même de prendre en compte chaque campus. Aujourd'hui, là, on est sur le site de Marne-la-Vallée. On est tous du site de Marne-la-Vallée. Mais on n'est pas les seuls. Mais on n'est pas les seuls, exactement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres campus en France. J'espère que les étudiants partout de l'Université Gustave Eiffel doivent se faire entendre et pas uniquement les étudiants de Marne-la-Vallée. La parité va te... Tout dernier mot de toi. Justement, on va réagir sur la question de l'antisémitisme apparemment. Donc, ça serait justement notre lutte contre l'antisémitisme, elle existe depuis longtemps. On essaye justement de pousser au niveau du CNESER depuis quelques années, mais au niveau du gouvernement, ça ne bouge pas. Il n'y a aucune justement mesure qui avance. Et justement, je tiens à rappeler justement que l'antisémitisme, il vous touche pas mal aussi à l'UNI, à ce que je sache. Si on prend un exemple, par exemple, allons-y. Si nous regardons sur ce qui a été fait, par exemple, est-ce que vous cautionnez, par exemple, le jeu de cartes antisémite à Strasbourg, qui a été fait par un de vos militants? Est-ce que vous cautionnez... Ah, c'est pas chez vous? Ah bon, ah bah très bien. Et donc, regardez les cartes. Allez, j'invite tous les gens qui regardent sur Internet à aller regarder l'image de la carte de votre militant qui se trouve en ligne. Justement, un militant qui a fait des clichés sur les juifs et l'argent, ce qui est très beau chez vous en tout cas. Je vois que la lutte contre l'antisémitisme, c'est votre fer de lance. Droit de réponse, Alexis. Non, je vous sens moins concerné par votre ami Mélenchon, parce que vous êtes militant La France Insoumise en dehors de votre rôle de représentant de l'Union étudiante, quand M. Mélenchon a un rôle très ambigu sur le Hamas. D'ailleurs, c'est intéressant, je peux vous poser la question, je la pose à chaque communiste que je vois. Est-ce que c'est une organisation terroriste, le Hamas ? Je ne répondrai pas à cette question, parce que avant tout, on vérifie du sujet, exactement. Voilà, La question est avant tout la question de la précarité étudiante, ce dont vous n'avez pas l'air de vous préoccuper, puisque vous préférez parler de ça et justement parler et diverger, je ne sais sur quel sujet. Sur l'antisémitisme. Oui, bien sûr. La droite a fait 80% sur les Français en Israël. D'accord, donc les Juifs ont très bien compris qui était la menace. La menace pour les Juifs aujourd'hui en France, c'est pas des néo-nazis imaginaires, machin, non. C'est aujourd'hui des islamistes radicaux, des fréristes qui menacent les juifs et qui les assassinent. C'est ça la réalité. Vous savez que le droit international existe aussi, mais je vous invite à regarder ça. On va en rester là, on va passer à la santé mentale et à la précarité, recentrer le débat sur cette université avec une question, et là c'est Léopold, puisque le tirage au sort est désigné comme étant le premier tribun finalement à développer sur cette question. Quelle initiative votre liste souhaite-t-elle mettre en place pour prévenir ces situations liées donc à la précarité, à la santé mentale, notamment après le Covid, et soutenir concrètement les étudiants concernés, notamment les personnes atteintes de handicap? Et là je fais un petit parallèle puisque je prends exemple sur cet amphithéâtre. Notre ami Johan, qui est tout au bout de l'amphithéâtre, ne peut pas accéder à cet endroit ici-bas, puisqu'il n'y a pas de rampe ni d'ascenseur pour y accéder. Donc il y a un véritable problème, même au sein de cette université, au niveau de l'accessibilité. Les efforts ont déjà été faits, mais ce n'est visiblement pas suffisant. Donc, pour le coup, cas concret, cas pratique. Léopold, que réponds-tu à cela? Bon, déjà, petite constatation, je trouve que les bâtiments étant neufs, c'est dommage d'avoir des bâtiments qui ne sont pas pensés alors que c'est récent. Alors celui-là est un peu moins récent, pour le coup. Ok. C'est pas le plus récent de l'université, mais les rénovations datent de... doivent être récentes et ils n'ont pas travaillé sur l'accessibilité. Pour ce qui est de la précarité, on la retrouve à plusieurs endroits, notamment alors, durant les études et aussi après. C'est quelque chose qui est souvent oublié, mais l'employabilité des étudiants, sortis de master, sortis de licence, c'est pas forcément ça. Donc là-dessus, jouer sur la reconnaissance des diplômes et donc éviter justement une perte de temps et après le diplôme. Donc avoir facilement une reconnaissance du diplôme et que ça soit même au niveau du doctorat. Mettre des postes d'ATER, donc attaché temporaire d'enseignement et de recherche, au sein de tous les labos. Aujourd'hui, il y a beaucoup de laboratoires qui monopolisent au sein de l'université les postes d'ATER.
Donc l'idée, ça serait de les répartir. Pour la précarité, je rejoins pour le coup Alexis sur son motif pro-alternance. Je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, étant moi-même en alternance, enfin en doctorat alternance. C'est un moyen facile d'inclure déjà donc, les étudiants, les doctorants, dans des universités, pas dans les universités, dans les universités effectivement, mais aussi dans les entreprises, donc aussi renforcer l'employabilité, et aussi ça leur permet d'avoir des gains, enfin un gagne-pain au jour le jour, plutôt que d'être sur forcément des bourses. On a une employabilité et aussi des rémunérations. De l'autre côté, ça serait débloquer des budgets, donc plutôt avec le conseil administratif, pour que les laboratoires eux-mêmes de l'université puissent faire plus de place aux alternants, puisqu'effectivement, on n'a pas tant d'alternants que ça dans les laboratoires. Ça va représenter moins de 5%. Voilà. Merci Léopold de la liste du nouveau pour mieux, je rappelle. Bruce pour l'orge. Alors, il y a beaucoup de sujets qui mélangent la santé mentale, la précarité étudiante et le handicap. Et il y a beaucoup de propositions, et je ne sais pas si j'aurai le temps de toutes les développer. Juste sur l'alternance, Alexis disait tout à l'heure que c'est une bonne solution pour diminuer les frais de l'État. On rappellera que l'alternance, aujourd'hui, ça tournait à grands coups d'aide fournie par l'État. Si l'État distribuait beaucoup d'aides, mais si. C'est simplement, et aujourd'hui, ces aides ont été majoritairement coupées, ce qui a provoqué une chute dans les recrutements des alternants par les entreprises, ce qui a créé des difficultés. Il y a encore aujourd'hui des alternants qui ont du mal à trouver des alternants. C'est pas ça qui fait mal. C'est pas je connais les chiffres, moi-même alternant, c'est pas les 4 000 € de primes que touche l'université, enfin touchait. L'entreprise qui faisait que les gens étaient recrutés. Aujourd'hui, la mesure phare, c'est la diminution du pourcentage de la CSG. La CSG qui, je le rappelle, est une sorte d'impôt, c'est prélevé obligatoirement, c'est ce qui fait l'écart pour un salarié. Par exemple, un cadre, c'est 25% entre le brut et le net. Ce pourcentage-là, effectivement, on a dit sur un alternant qui souvent gagne moins que le SMIC, on va lui épargner. Alors à l'époque, c'était 78%, là c'est tombé à 50%. Ils voulaient le mettre à 0. Heureusement, c'est resté à 50% pour l'instant. Donc non, pour le coup, là, c'est pas une aide. Là, clairement, c'est juste de l'argent que l'entreprise donne et que l'État ne ponctionne pas dans sa grande générosité. Non, c'est très bien, vous défendez l'État-providence, mais bon, ok. Non, je ne défends pas l'État-providence, moi je fais juste un constat, c'est que tu dis que 4 000 € c'est pas grand-chose, arrêtez. Mais 4 000 € c'est quelque chose quand même, sur un salaire qui peut rapporter... Non, mais sur un salaire annuel, sur une alternance qui dure souvent 2 à 3 ans, c'est pas énormissime, c'est pas les 4 000 € qui fait que l'entreprise ne va pas recruter. Faut être sérieux. Et donc pourquoi elle ne recrute pas en dehors de la CSG ? Elle recrute. Il y a plein d'étudiants qui se plaignaient cette année de ne pas trouver d'alternance. Toutes les universités, tous les organismes ont constaté que leurs étudiants avaient du mal à trouver une alternance. J'ai vu passer plein de messages dans tous les sens des gens qui disaient « on ne trouve pas d'alternance ». Parce que des fois, il y a des SMC qui sont plus hauts que le SMIC en interne et que ça va venir bloquer l'entreprise quand elle va vouloir recruter parce qu'elle a une convention collective qui l'oblige à avoir des frais supplémentaires. Et effectivement, c'est... Des fois, il y a le SMC qui vient bloquer et l'entreprise est obligée de débourser plus que ce qu'elle n'était avant. Mais pour le coup, non. Si on remettait les 78% sur la CSG, ce serait très bien. Paul, pour l'Union étudiante. Oui, exactement. Donc on parlait initialement de la question du handicap et de la santé mentale. Alors avant tout, je vois que ça diverge un peu par ici. Il n'y a pas de traitement de la question du handicap et de la santé mentale. Il y a aussi une forme de tenter de faire saute-mouton, sauter tous les sujets. Ça c'est une habitude, mais bon, c'est pas grave. Apparemment, on ne traite pas, mais maintenant parlons justement du handicap, parce que c'est un vrai sujet, c'est la préoccupation qui préoccupe la plupart justement des universitaires, parce qu'on voit ici l'amphithéâtre n'est pas facilement accessible aux personnes handicapées, et pour nous ça passe avant tout par une augmentation des ressources médicales et psychologiques avec le renforcement du service de santé universitaire de l'université Gustave Eiffel, qui fait déjà un travail précieux et très essentiel pour accroître encore ses moyens. Et pour nous, ça inclut par exemple l'embauche de plus de psychologues, de personnels médicaux pour répondre justement aux besoins croissants qu'il y a dans cette université, mais aussi par une forme de réflexion collective sur les causes de la santé mentale. On va ouvrir par exemple un dialogue pour comprendre pourquoi il y a tant de jeunes qui vont mal, et ça passe notamment par une analyse des facteurs sociaux, qui soient économiques et aussi environnementaux. Il y a la précarité qui joue, il y a la crise écologique qui joue, il y a aussi les discriminations dans toute cette réflexion qui peut rentrer.
Et en fait, c'est pas un problème purement individuel pour nous, c'est un enjeu sociétal qui nécessite une réponse collective. Et finalement, pour nous, ça passe aussi par une collaboration avec les associations spécialisées. Par exemple, on travaille déjà avec des organisations comme Nightline, qui offre un soutien et une écoute bienveillante aux étudiants en difficulté au niveau du CNESER. Et on souhaite justement renforcer ces collaborations pour garantir que chaque étudiant ait accès à des ressources adaptées. Voilà. Alexis, pour l'UNI, tu as un petit peu de temps, tu es à 6059. Ok. Donc nous, on est effectivement d'accord sur le fait qu'il y a un problème avec la santé mentale, surtout depuis le Covid. Nous, c'est un slogan qu'on portait à l'époque, on disait moins de psy, ouvrez des amphis. Parce que justement, on pense que toute cette période Covid a fait énormément de mal chez les jeunes. Il y a une génération qui, clairement, n'a pas pu aller en boîte de nuit, n'a pas pu aller dans des bars parce qu'elle était confinée à la maison. Cette époque est révolue. Heureusement, nous, on pense qu'il faut une embauche immédiate de psychologues. On embauche. Je vais botter en touche. On peut imaginer avoir des... alors, on n'a pas malheureusement à Gustave Eiffel des étudiants de psychologie, mais on peut imaginer des alternances. Ça pourrait être des idées pour ce genre de poste. En plus, ça permettrait peut-être sur des personnes qui sont plus proches en âge, parce que ça permettrait de mieux comprendre par rapport à des personnes plus âgées. Pour ce qui est vous le savez, pour le génie civil, c'est un peu plus, c'est compliqué. De toute façon, c'est des choses qui sont sur le temps long, de mettre aux normes PMR, etc. Il y a des bâtiments sur le campus qui le sont. Nous, on pense que ça peut être une idée de développer le plus possible la visioconférence, quand c'est possible, qu'un cours soit accessible en temps réel. Je sais qu'il y a des universités autres qui ont des plateformes toutes faites pour la visio, pour que chaque cours dans un amphi soit retransmis forcément dans tous les cas, et pareil pour les TD. Juste avant Paul, peut-être pour équilibrer, ouais. Léopold. Je rebondis directement sur ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Pour les visios, je pense pas, parce que du coup ça va casser un peu. Tu dis que justement vous voulez ouvrir des amphis et éviter la visio, et en même temps c'est faire des visios pour éviter de mettre des personnes en situation d'handicap qui ne puissent pas accéder aux amphis. Je pense qu'il justement faudrait pas éviter les amphis, mais avoir des classes qui soient accessibles et notamment plus les utiliser. Mais je te réponds vite fait en 30 secondes. Je pense que ça, effectivement, c'est du temps long, mais dans l'immédiat, moi, ma mesure visio, c'était vraiment du pansement pour régler le problème tout de suite, s'il y a des étudiants qui peuvent faire... En soi, dans toute l'université, il y a plein de classes qui sont déjà faites pour ça. Alors, c'est pas des grandes classes pour accueillir énormément d'étudiants, mais ça peut déjà être une première solution. Et ensuite, pour ce qui est de la santé mentale, comme vous l'avez dit, en fait, c'est une conséquence de tout ce qui s'est passé avant. L'université va mal, il y a la vie associative. Bon, quand vous parlez de la GVEC et que vous voulez pas la tuer, mais l'abolir, ou en tout cas redéfinir la vie associative, ça passe par là pour la santé mentale des jeunes. L'employabilité, effectivement, quand on se retrouve, on est jeune diplômé, ou on sait qu'on va être diplômé, on sait que le marché du travail il est fermé. Qu'est-ce qui se passe derrière? On se pose énormément de questions. Donc forcément, les étudiants, ils se posent, je suis d'accord, ils se sentent mal. Et c'est, on va dire, pas juste une conséquence. C'est une conséquence, mais c'est pas là où il faut régler le problème initialement. C'est vraiment en amont, avec justement un bien-être étudiant. Et effectivement, on peut mettre des psychologues à disposition. Je pense pas des alternants, parce que ça serait une pente glissante, je pense, pour des psys, mais pourquoi pas l'idée, voilà. Ils peuvent être accompagnés, ils ne sont pas lâchés à l'abandon comme ça. Ça, je pense quand même c'est violent. Paul, très court, et Bruce va conclure le sujet. Sur la question justement des visioconférences, en fait c'est simplement un moyen de repousser plus tard ce qui peut être fait maintenant. C'est-à-dire qu'on écarte le problème pour justement l'écarter, tout simplement, pour ne pas traiter la question. Parce que dire qu'il y a une visioconférence, c'est beau, mais qui va superviser encore des entreprises qu'il faut justement rentrer en partenariat avec, mais aussi justement plus de fait qu'il faut mettre. Ça écarte encore plus le fait que la visioconférence, c'est juste un leurre. Et il faut aussi parler du fait que ce qui préoccupe les étudiants aujourd'hui, c'est aussi la précarité. La précarité, elle a quelque chose d'important dans la santé mentale. C'est-à-dire que tous les étudiants n'ont pas de l'argent pour aller en discothèque ou aller au bar, comme vous le dites. La plupart des étudiants, aujourd'hui, ils essayent de subsister, ils essayent de vivre comme ils le peuvent. Et justement, c'est le fait qu'il y ait ces conditions justement dans la précarité, qui est le fait qu'il y ait des situations de précarité, qu'aujourd'hui, ça crée justement des situations difficiles avec la santé mentale. Bruce, pour conclure sur le sujet de l'orge.
pour conclure sur nos positions, je m'excuse déjà d'avoir pris trop de temps sur l'alternance, c'est vrai que c'était pas le sujet initial. Pour revenir donc d'abord sur la santé mentale, On est globalement d'accord, en particulier avec l'Union étudiante, sur le fait qu'il y a un gros sujet sur la santé mentale, qu'il va falloir déployer plus de moyens à l'université pour pouvoir recruter des personnes. On a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le budget de la CEVEC de cette année, où on a essayé de pousser pour recruter plus de personnes et augmenter la part de la médecine préventive. Et si un budget rectificatif se présente, on continuera à financer notamment le recrutement des psychologues, parce qu'à défaut d'avoir la CEVEC, qu'on veuille la supprimer, qu'on veuille la garder, nous, on ne s'est pas posé la question de savoir. Pour l'instant, elle est là et on l'utilise pour pouvoir rééquilibrer les usages. Cette taxe n'est pas juste. On sera globalement d'accord là-dessus, mais ça permet de faire un peu de justice entre les personnes. Et donc, on va quand même essayer de faire des actions avec, notamment recruter d'un ou d'une psychologue. On finance également, tout à l'heure, on parlait de Nightline, ça fait partie des dispositifs que l'université aide à financer aussi. Et nous, on a voté évidemment en faveur de la reconduction de ce dispositif et on continuera à le faire. Et on va essayer, dans la mesure du possible, de proposer de nouveaux dispositifs. On veut aussi réfléchir sur quelque chose de très pratique, c'est sur l'organisation du service de santé. Aujourd'hui, le service de santé, il n'est pas ouvert le jeudi après-midi, qui est un moment où beaucoup d'étudiants ont leur temps qui est libéré pour pouvoir faire des activités associatives, se consacrer à leur vie personnelle, plein de choses. C'est un temps où l'université essaye de ne pas intervenir, de ne rien proposer pour que chacun puisse vivre sa vie. Sauf que le service de santé n'est pas ouvert le jeudi après-midi. C'est quand même pas très utile. C'est dommage de ne pas avoir ça, donc on veut mener une réflexion sur ça, sur notamment l'ouverture du service de santé. Ça, c'est pour le campus Marne-la-Vallée, mais évidemment, j'ai pas eu trop le temps de parler des autres campus où la situation n'est absolument pas stabilisée. On attend encore des partenariats qui n'ont toujours pas été organisés. Je le déplore parce que je n'ai pas eu le temps de travailler sur ces sujets. Quand j'étais représentant composante, j'ai pas pu travailler sur tous les sujets, même si j'aurais bien aimé avancer. Je suis simple représentant composante. Alors, donc, nous, c'est notre objectif de pouvoir avancer sur ces sujets-là pour pouvoir essayer de changer les choses le plus concrètement possible. Bruce, je te laisse la parole pour notre prochaine thématique sur les boursiers, ou plus précisément les non-boursiers, puisque de nombreux étudiants ne sont pas boursiers, mais malgré tout vivent dans une très grande précarité, et on le voit au sein de cette université. Que proposez-vous pour mieux accompagner ces étudiants invisibles, entre guillemets, du système d'aide? Alors, attention déjà, parce que c'est peut-être très personnel, mais la question semble un peu différencier les boursiers et les non-boursiers, comme s'il y a une stigmatisation des boursiers, parce qu'ils touchaient des bourses, tout ça. En tout cas, il y a des non-boursiers qui Il y a sont des dans non. une Non, situation par contre, c'est un vrai sujet. Voilà, on est d'accord. c'est un vrai Il y a deux catégories de personnes globalement qui ne touchent pas de bourse. C'est les étudiants internationaux, qu'ils soient intracommunautaires ou extracommunautaires. On parlera d'étudiants étrangers parfois. Les étudiants internationaux, donc, qui ne sont pas éligibles aux bourses du Crous généralement, et également les étudiants nationaux ou français, si vous me permettez, qui simplement ne rentrent pas dans les critères, parce que les critères n'ont pas évolué depuis plusieurs générations. Qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place? On peut essayer de renforcer le service d'action sociale. Il y avait notamment une étude de l'OFIP, qui est un organisme de statistique interne à l'université, qui avait fait une étude auprès des étudiants. Les résultats ont paru il y a quelques jours, et effectivement on constate qu'il y a des étudiants, en particulier les étudiants nationaux non boursiers, qui renoncent à obtenir des aides sociales et qui donc ne se rapprochent pas du service, parce que le service aujourd'hui n'a pas assez de moyens pour accueillir tout le monde. Donc il va falloir là aussi recruter des personnes supplémentaires pour pouvoir renforcer le service social avec des assistantes sociales, pouvoir disposer de plusieurs moyens pour renforcer aussi la commission FSDU sociale et élargir nos aides sur ces sujets au niveau de l'université. Alexis, pour l'Uni. Nous, on propose, je vous l'ai dit tout à l'heure, des mesures simples. Alors déjà, on va partir d'un constat. Aujourd'hui, il y a 14% des Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Chez les étudiants, c'est 20%. On a un écart de 6% qui est tout à fait notable. Nous, on a une mesure, notamment pour les étudiants qui... Alors, on a déjà mis en place, en fait, ça s'appelle le ticket restaurant Crous. Donc, dans l'idée, vous payez 3,30 € et vous avez un ticket restaurant qui est valable dans les supermarchés pour faire vos courses le soir, etc., au Crous lui-même,
Et un peu, vous voulez, comme un ticket restaurant d'entreprise qui vaut 6,60 €. C'est une mesure qui coûte beaucoup moins cher actuellement que les autres idées d'augmenter tout simplement le budget, parce qu'en fait, il y a des partenariats avec Edenred, avec les restaurants, et au final, le coût pour l'université n'est pas si grand que ça. Aujourd'hui, on l'a déjà mis en place dans les universités qui n'ont pas un Crous à proximité. C'est une mesure qui marche. On a des retours qui sont très positifs. Bien sûr, c'est une mesure qui va, on ne veut pas supprimer les Crous qui sont déjà en place, on ne veut pas supprimer le repas à 1 € pour les boursiers, donc c'est un en plus qui s'ajoute à ça. À ça, j'ajoute, je vous le disais, la suppression de la CVEC. Donc le mois de septembre, on peut souffler, ou d'août, on peut souffler un peu. Voilà, après, s'intéresser sur donc l'après, ce que vous disiez tout à l'heure en première partie, sur le taux d'embauche chez les jeunes. Aujourd'hui, depuis 15 ans, on a augmenté de 20% le nombre d'étudiants. De ce côté-là, on est passé en 98 de 5% de chômage, de 5% de chômage des bac plus 5. Aujourd'hui, on est à 12%. Il faut s'interroger sur ces phénomènes-là. Il faut s'interroger, même si c'est peut-être quelque chose qui est mal vu, sur le nombre de places qu'on accorde à certaines filières qui ont des taux d'embauche très bas. Et se poser la question, puisqu'on parlait aussi des finances de l'université, c'est pas un tabou de dire on peut faire un audit des filières, du combien est le taux d'employabilité après, et réfléchir à supprimer des places ou à en ajouter s'il y a des besoins. Léopold, pour la liste du nouveau pour mieux. Oui, pour un audit qui a regardé les filières, encore une fois, j'ai des doutes sur la pertinence, enfin pas la pertinence. Je vois l'idée de regarder l'offre et la demande et faire adapter l'offre en fonction de la demande, mais derrière, on ne va pas interdire aux personnes de faire leurs rêves ou de faire leurs études. Donc je ne pense pas que les filières, il faut y toucher, il faut regarder les formations, les revaloriser. Encore une fois, je repars très rapidement sur les laboratoires qui peuvent appuyer la validité et la reconnaissance de ces diplômes. Et pour les étudiants justement non boursiers, je prends l'exemple de la cafétéria qui est à côté au bas de l'étang, qui est ouvert aussi en soirée. L'idée, ça serait un peu de généraliser ça au niveau de différents campus. Encore une fois, on a de la chance dans Marne-la-Vallée d'en avoir déjà une. C'est pas le cas sur tous les campus. Et l'idée, c'est l'université, c'est certes un endroit pour étudier, mais c'est un endroit aussi pour vivre. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sont sur place, qui sont dans les résidences étudiantes qui sont à côté. C'est pas les étudiants qui sont les plus favorisés, ceux qui sont directement sur place. Donc l'idée, c'est aussi de les aider, eux, directement, avec des accompagnements en soirée, donc avec des repas très abordables. Je ne vais pas reprendre l'idée du collègue pour des collectes solidaires. Voilà. Paul, pour l'Union étudiante. Merci, oui, Léopold. Avant tout, ça passe justement par le fait de créer un soutien au niveau national. C'est beau justement pour nous d'écarter le problème en simplement faisant une épicerie solidaire ou justement d'aller chercher au fond d'autres mesures qui seraient justement divergentes. Pour nous, ça passe avant tout par élargir les critères d'éligibilité, justement. Sur ça, on rejoindra l'ORGE. Mais aussi, ça passe par créer un fonds étudiant qui est dédié justement aux étudiants en situation de précarité invisible. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, notamment au niveau du système de bourse, où on a des échelons qui sont 0+ à 7, et où beaucoup d'étudiants sont dans des situations de précarité au-delà justement de l'échelon 0+. C'est important pour nous justement de penser à ces étudiants qui sont dans la difficulté et qui sont au-delà de l'échelon 0+. Et c'est pour ça que pour nous, ça passe justement par déjà la question d'un revenu d'autonomie pour justement subsister, mais aussi par le fait que, par exemple, les étudiants aussi, il faut justement qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. Ça, c'est un point aussi sur lequel on aura un désaccord très fort. Sur la question de l'embauche, quand est-ce que les étudiants travaillent? Quand est-ce que les étudiants étudient? Parce que c'est quand même la priorité que les étudiants étudient. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut trouver le temps de jongler entre temps associatif, travail, mais aussi avec le temps justement qu'il y a en temps d'études, parce que ça demande du temps, parce qu'il n'y a pas que le temps en cours, il y a le temps aussi de la recherche, le temps justement passé en bibliothèque par exemple. C'est beaucoup de temps justement où il y a un travail qui est poussé au-delà.
Alexis pour l'Uni. Non, moi j'allais dire que Léopold et moi-même arrivons à gérer les deux, justement, de travailler et d'étudier. C'est pas Disneyland la fac, on est là pour étudier, on est là pour apprendre des choses. Je pense ce que tu disais sur le fait de ne pas briser des rêves, des vocations, c'est bien. Aujourd'hui, un étudiant, je le disais, ça coûte à peu près 10 000 euros à l'État par an. C'est un investissement de l'État. L'État se dit, je paye pour un étudiant, pour son université, pour avoir un retour sur investissement, parce qu'il va le travailler, parce qu'il a payé des impôts. C'est ça la mécanique, qu'on le veuille ou non. On peut se dire, ah c'est cool, on étudie ce qu'il veut. Au final, la dépense dans le ministère de l'Éducation supérieure, c'est fait pour amener du revenu à terme. Je vais parler, donc, pour demander une question pour l'Union étudiante. C'est de combien votre revenu étudiant ? Alors, on est autour de 1100 à 1200. Ok. Comment vous faites pour que... Alors, est-ce que vous connaissez le montant du RSA ? Oui, bien sûr. Combien ? Environ à 1100, 1300, le RSA. Pas pour une personne seule, hein. Non. C'est 650 euros. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les gens au RSA vont aller s'inscrire dans une filière, vont prendre Parcoursup, taux d'insertion 100%, et vont doubler leurs revenus. Et vont même pas aller en cours. Voilà, donc c'est une mesure idiote, de toute façon qui passera jamais. Personne ne voterait pour ça, c'est complètement irresponsable. Et en plus, ça ferait des dérives, parce que tout le monde s'inscrirait à la fac pour faire des filières qui n'embauchent pas. Et pour revenir sur les filières qui n'embauchent pas, moi je pense à l'exemple notamment des sciences humaines, du littéraire, où, si vous voulez, s'il n'y a pas un besoin d'une entreprise derrière, on a beau revaloriser, on ne peut pas forcer une entreprise avec un pistolet sur la tempe, embauche-le, c'est pas possible. Si l'entreprise elle n'a pas un besoin, si elle n'a pas le budget, elle ne peut pas l'embaucher. Et on ne va pas créer des fonctionnaires supplémentaires pour venir récupérer tous les gens qui sortent de fac et qui sont au chômage, c'est pas pensable. Alors juste avant Paul, Léopold. Comme je le disais, l'idée, c'est pas de... Enfin, déjà, l'État n'est pas une entreprise. Donc on ne peut pas juste réfléchir en budget et on vire. L'idée, c'est quand même d'avoir un point de vue humain là-dessus. Et l'idée de l'Université Gustave Eiffel, c'est pas de se dire on va faire des formations, on va fermer des formations parce qu'il n'y a pas de demande. On va faire des meilleures formations pour que nos étudiants soient embauchés à la place d'autres étudiants d'autres universités ou qui soient compétents d'un point de vue international. On ne va pas tirer vers le bas ou on va pas juste supprimer une partie des étudiants juste parce que ils répondent pas à des critères économiques. Pour ce qui est du coup de déplacer la marge, les critères sociaux, je suis pas totalement d'accord dans le sens où je préférerais, c'est plus intéressant pour les étudiants d'avoir tous des avantages plutôt que justement déplacer cette limite, ce critère, d'avoir toujours des oubliés et des boursiers. Donc justement en reconnaissant les oubliés et en leur donnant justement en essayant de les aider, on va essayer d'augmenter tout le monde par le haut. Alors bien sûr, il y aura toujours des boursiers, il y aura toujours des personnes qui seront un peu plus aidées que d'autres, mais c'est normal parce qu'il y a toujours plus de difficultés. Il y aura toujours cette marche qui existera, puisqu'on ne peut pas faire quelque chose de totalement continu, sinon on se retrouverait avec une infinité d'échelons. Paul pour le président. Justement, sur cette question-là, il y a justement la question du revenu autonomie qui est universelle et justement qui vise justement à créer une forme d'égalité entre les étudiants, de permettre une certaine autonomie et justement que les étudiants puissent se concentrer sur les études, parce que c'est vraiment ce qui est important. Et on parle de la question aussi qu'il faudrait absolument travailler tout le temps. Je pense que l'engagement associatif, ça a aussi du bon, ça donne des bonnes expériences. Ça permet de voir d'autres choses, voilà, par exemple d'aller voir, visiter des ambassades ou visiter par exemple des lieux institutionnels pour des personnes qui ne sont pas forcément dans les moyens matériels ou qui ont la capacité justement d'accéder à ces institutions, notamment au sein de l'ONU par exemple, il y a des visites au sein de l'ONU qui peuvent être organisées et justement on espère justement à l'Union étudiante que de nouvelles initiatives vont naître pour justement permettre le développement associatif. Peut-être Bruce, un tout dernier mot, puisque tu as introduit ce débat sur la précarité, je te laisse le conclure. J'avoue que je n'ai pas parlé
sur la précarité. Je n'ai pas forcément eu l'occasion de parler de tout le sujet de restauration, mais mes collègues l'ont fait et ont parlé notamment de la restauration le soir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus d'offres de restauration le soir, et même le midi, on n'a pas assez de points restauration Crous. On peut notamment penser au Crous qui était à côté de la résidence Montesquieu, qui a été fermée il y a 2 ou 3 ans, et le Crous à emporter qui allait avec, qui a dû être fermé il y a 1 an, je pense. La seule chose, en fait, l'une des choses qu'on peut faire, que ce soit en tant que représentant ou en tant que syndicat, c'est d'essayer de créer des synergies ou de créer des moyens de pression ou de faire du travail collectif, d'abord entre nous et ensuite avec les différents acteurs qui sont en jeu, le Crous, l'université, potentiellement les collectivités territoriales, pour qu'on essaye de rouvrir ces instances. Parce que sinon, on peut toujours attendre qu'il y ait un changement au niveau du gouvernement ou que ça se débloque au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir des fonds, tout ça. Mais en attendant tout ça, il est important qu'on essaie de faire du travail collectif pour pouvoir mobiliser un maximum de gens et permettre notamment l'ouverture de nouveaux points de restauration. Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut promettre et qu'on va faire instantanément quand on arrivera, mais c'est quelque chose sur lequel on peut travailler et sur lequel on peut essayer de lancer des discussions pour aller quelque part. Et on va faire de notre mieux. Merci Bruce. Je fais un tout petit point et on va faire une petite pause de 2-3 minutes avant de reprendre nos débats. Petit point, je l'ai juste devant moi sur les temps de parole pour que vous, public, vous puissiez avoir aussi le compte en direct. Pour l'Union étudiante, nous sommes à 11 minutes et 55 secondes. Pour l'Orge, 13 minutes et 17 secondes. Pour Du Nouveau pour Mieux, 11 minutes et 42 secondes. Et pour l'Uni, il y a eu un petit bug, mais on était à 3 minutes au départ, donc on est à 12 minutes et 17 secondes. C'est plutôt équilibré, petite avance pour Bruce. On va évidemment rééquilibrer ça juste après la pause. À tout de suite, restez connectés. Merci d'être avec nous. Pardon, j'en perds mon latin. Nous sommes de retour sur ce grand débat des élections étudiantes 2025 de l'Université Gustave Eiffel. Nos 4 candidats sont de retour pour parler de la vie associative. C'est une thématique très très importante et je suis bien placé pour en parler ici dans cette université avec une question très simple, messieurs. Quelle place souhaitez-vous accorder aux associations étudiantes au sein de l'Université Gustave Eiffel ? Comment comptez-vous faciliter leur fonctionnement, leur visibilité et la création de nouveaux espaces de culture, d'événements culturels, de sport et d'initiatives intercampus, par exemple? On va commencer avec Alexis de l'Uni. Nous, on pense que les associations ont un rôle central sur le campus. On pense qu'il n'y a pas que le financement de la CVEC, qu'il y a beaucoup d'associations où c'est des bénévoles qui sont financés par des adhésions, etc. Donc on est pour les associations. On encouragera tous les projets du moment qu'il n'y a pas de dérive idéologique, quand c'est des projets ludiques. On pense que les associations ont un rôle d'animation, d'animer le campus. On pense pour améliorer leur visibilité, par exemple, installer des écrans, on pourrait faire la promotion d'associations. Je sais que chez Tribun, vous le faites un peu avec les réseaux sociaux, qu'il y a des affiches qui ont été posées, mais pourquoi pas mettre directement sur des écrans, ça permettrait de tourner et d'avoir de l'actualité. Pour ce qui est de la vie de campus, nous on pense que on pourrait développer le côté sportif, de développer des tournois qui pourraient être entre les formations, entre les campus. On sait que, vous citiez tout à l'heure, des campus qui sont un petit peu isolés, qui ne sont pas à Marne-la-Vallée, où ces étudiants, clairement, il y a très peu de... Moi, personnellement, je ne connais pas des personnes qui sont... Si, je connais des gens à Meaux, mais je ne connais pas en dehors de la Seine-et-Marne et de l'Île-de-France. Donc, ça permettrait de rassembler ces étudiants-là autour de valeurs et autour d'un objectif qui est le sport, qui permet de rassembler. Voilà. Léopold, pour la liste du Nouveau pour Mieux. Alors, là-dessus, je te rejoins totalement. Ça a un rôle central, les associations, comme je le disais, puisque l'idée, c'est qu'une université, on va dire, recomposée, éclatée sur toute la France. Donc, l'idée d'avoir des Olympiades au sein de l'université, ça peut être une marque de fabrique, étant donné que c'est quelque chose qui est aussi recherché par l'université, c'est avoir une identité et quelque chose de fort. Donc, avoir des Olympiades intercampus, ça peut être très intéressant. De la même manière, l'université est très forte dans certains domaines, notamment ville, territoire, mobilité, etc. L'idée, c'est de développer d'un point de vue un peu plus culturel, des hackathons, avec plus d'échanges étudiants-doctorants. Qu'est-ce qu'un hackathon, juste pour nos viewers Pas des concours, mais on doit répondre à une question, des problématiques, et donc avec un groupe de personnes
essayer de débloquer un problème et apporter une solution en tout cas concrète. Donc, dans plusieurs domaines, notamment on va dire, les enjeux de demain, notamment pour ceux de l'université, je pense à ville et territoire, et transition écologique, puisque l'université est quelque chose une figure de proue en matière. On en parlera tout à l'heure justement. Et pour les associations étudiantes, je me permets de continuer, pour les associations étudiantes, essayer de les regrouper effectivement d'abord par campus, puisque chaque campus doit animer chaque campus a sa propre vie étudiante, et donc il faut encore une fois voir ça comme une dispersion et plusieurs associations étudiantes et non une seule qui managerait tout. Les budgets, dans le cas contraire, sont pilotés d'un point de vue global, donc il faut trouver une équité, et donc par rapport aux populations des personnes sur les différents campus. Paul, pour la liste Union étudiante. Alors avant tout, nous ce qui compte, c'est justement d'éviter qu'on ait des associations qui soient écartées. Pour nous, c'est rééquilibrer la place des associations dans les instances. Encore une fois, la question du Parlement étudiant, puisque la question du Parlement étudiant, c'est que d'abord, ça a été présenté comme un progrès, comme quelque chose qui permet une évolution, mais en fait, ça a juste marginalisé tout simplement les associations qui aujourd'hui n'ont plus de pouvoir de décision. Et nous, à travers ça, à travers justement le fait d'éventuellement réformer ou éventuellement proposer une suppression du Parlement étudiant, notre but est de restaurer la voix des étudiants en CA et en conseil académique pour réviser justement la place des associations et permettre que les associations aient aussi un plus grand poids au sein des universités. Et avant tout, c'est pas forcément à nous en tant qu'étudiants ou à nous comme personnes externes de décider ce qui se fera dans les associations. Les associations ont avant tout une liberté, elles ont avant tout un pouvoir décisionnel qui leur est propre, et justement les associations, elles existent par elles-mêmes. Et on n'a pas besoin que d'autres décident du rôle des associations. Bruce, pour la liste Orge. Alors, je me permets déjà de revenir sur la critique qui est faite concernant le Parlement étudiant. On peut effectivement tomber d'accord sur le fait que c'est une instance qui n'est pas toujours très utile, mais ça reste une instance décisionnaire. Le conseil académique ne se prononce pas sur la vie étudiante. Il n'est pas concerné. Sur la vie étudiante, c'est le Parlement. Non, c'est le Parlement étudiant qui se prononce sur tous les aspects de vie étudiante. Et en l'occurrence, je peux affirmer qu'on est décisionnaire, puisque c'est quelque chose dont on n'est pas très fier. Mais l'année dernière, on a par exemple bloqué en Parlement étudiant des financements FSDIE destinés aux associations, pour des histoires qui ne nous convenaient pas, mais on les a bloqués. C'est pas juste, on a donné un avis comme ça. Non, ils étaient bloqués. On a dû revoter ensuite. On peut prendre des décisions. On essaie de bloquer le moins possible, et les associations qui ont 48 sièges en tout dans ce Parlement étudiant sont largement présentes. Elles viennent, les associations, elles viennent discuter notamment de l'affectation des locaux qui les concernent directement, et c'est notre attribution décidée en Parlement étudiant qui décide de ce qu'elles font. On a également les dotations de fonctionnement, le FSDIE, comme j'en parlais. Donc non, les associations, elles ont quand même un gros regard sur ce qui est porté sur leur fonctionnement. Le Parlement étudiant, accessoirement élit la vice-présidence étudiante, ça quand même, reste quand même une fonction importante pour représenter les étudiants. Et sur la vie associative, sur ce qu'on peut dire en dehors de cette participation au Parlement étudiant qu'il faut renforcer, évidemment, il faut maintenir le soutien aux associations, mais il faut également qu'on fasse un gros travail d'abord sur les procédures qui aujourd'hui sont éclatées, ne serait-ce que sur ce campus, qui sont très différentes entre chaque composante. On a un gros travail sur soit d'harmonisation, soit de clarification, de communication, renforcer les communications effectivement intercomposantes. On a des associations de composantes, certaines qui existent encore, et on doit réussir à créer des travaux, et c'est pas juste en un claquement de doigts on dit qu'on va le faire. Il faut aussi qu'on ait des représentants qui incarnent cette envie de vouloir créer du travail ensemble. C'est ce qu'on veut proposer à l'Orge. Et une dernière proposition, enfin, c'est notamment, c'était sur les moyens. On disait qu'on voulait maintenir d'abord les subventions, voire les augmenter, mais au vu du contexte budgétaire, on essaie déjà d'avoir le maintien, et on pense qu'on va l'avoir. En tout cas, il a été voté dans la version de la CVEC actuelle pour qu'il soit maintenu à son niveau de 200 000 €, c'est-à-dire les 30% qui sont prévus par la réglementation.
Ce qui va permettre aux associations de continuer à fonctionner, continuer à demander des projets. Et on espère aussi, avec notamment un reliquat de CEVEC, puisqu'on a 1 200 000 € de CEVEC qui ne sont pas utilisés depuis plusieurs années, on espère également pouvoir, à défaut toujours d'avoir de l'argent qui traîne, on a eu le ministère qui nous a menacé de reprendre cet argent pour faire on ne sait quoi, financer des trucs qui ne nous plaisent pas. Donc on aimerait au moins que cet argent puisse permettre de financer des actions utiles, avec notamment la rénovation de locaux, voire l'extension de certains locaux. Les associations ont besoin de plus de locaux aujourd'hui et on espère pouvoir porter ce genre de projet. Paul, pour l'Union étudiante. Justement, sur la question des locaux, on sera plutôt d'accord, même sur l'accès à un prêt de matériel, justement à une aide aux associations, puisque aujourd'hui il y a une difficulté aussi à Gustave Eiffel, on le voit spécifiquement pour créer de l'engagement étudiant dans les associations. Mais pour nous, par exemple, le financement par la CVEC, c'est pas quelque chose d'essentiel. Pour nous, c'est pas une cagnotte, la CVEC, tout simplement. Pour nous, c'est un impôt qui est destiné aux aides sociales aussi et à la vie étudiante. Mais on exige tout simplement que les subventions elles viennent du budget global de l'établissement et pas de la CVEC, et que les critères d'attribution ils soient simplifiés, pas équitables, justement en priorisant tous les projets inclusifs ou innovants et qui vont plutôt dans le bon sens. Alexis, pour l'Uni. Très bel aveu déjà des 200 000 € de CVEC qui traînent, comme quoi de l'argent il y en a, et la CVEC n'a aucune raison d'être à ce montant-là parce que de l'argent il y en a trop. Pour ce que tu disais, Paul, sur justement le fait de l'autonomie des associations sur ce qu'elles font, la question au fond c'est qui paye en fait. Les associations c'est pas leur argent, l'utilisateur au final c'est les étudiants, et c'est pour ça qu'à l'Uni on propose nous une banque culturelle en ligne pour proposer des idées, pour qu'ils soient finalement souverains. C'est pas des décisions qui sont prises dans des salles où il y a 30 personnes qui viennent décider de millions, de centaines de milliers d'euros. C'est absolument délirant. L'argent des étudiants c'est le leur à la base. Nous, on est pour, on parlait tout à l'heure, on va passer sur le après, sur l'embauche, sur les vocations. Nous, on propose de faire des conférences sur les métiers de demain avec des intervenants de qualité. On a réussi déjà à le faire sur d'autres universités, on a des très bons retours. Il y a des personnes qui découvrent des métiers, qui partent dans d'autres formations. On trouve que c'est quelque chose de très constructif. Paul. Alors, je tiens à rappeler qu'il y a aussi une loi sur les associations qui garantit la liberté associative, de la loi de 1901, justement, et qui ne vise pas on sort un peu du cadre, justement, légal, avec le fait d'orienter les associations. En fait, on voit vraiment le coin idéologique où vous voulez emmener, justement, les associations, que ce soit des associations qui soient renfermées sur elles-mêmes, avec des intervenants que vous choisiriez. Et justement, c'est tout le contraire de la liberté de l'association et de la loi de 1901. Vous savez très bien qu'ils sont indépendants. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des associations qui font de la politique, purement. On n'est pas là... Gustave Eiffel... Une association politique en orientant... on n'est pas financé par l'université. On n'a pas envie d'être j'ai pas envie que l'université Gustave Eiffel soit une usine à Mini-Mélenchon ou à Louis-Boyard. C'est ça l'idée en fait. Ni aussi un petit fasciste, mais bon, c'est pas grave. Hein, ça, c'est un délit par contre. Oui, c'est bien, il y a une caméra. C'est une vérité, je peux même sortir des images si vous voulez aussi. De moi pas de vous spécifiquement, mais de plusieurs militants de l'Uni qui ont été affichés, notamment précisez-le, en manifestation, notamment la section de Reims, qui a été étiquetée dans la manifestation du CNFM. Précisez-le quand vous parlez de moi, au mois de mai. Parce que mon avocat s'en servira. Donc précisez, quand vous parlez de moi, ne me traitez pas de fasciste. D'accord ? Je peux vous traiter de communiste. C'est revendiqué ça pour le coup. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. 100 millions de morts sur la conscience. Oui, Félicitations. Bien sûr, c'est bien. Revoyez un peu votre histoire. Pour les associations, quand vous parlez de la CVEC, donc, encore une fois, je pense que c'est important pour les étudiants, juste à titre indicatif, qu'ils puissent participer pour savoir avoir un impôt, mais ça ne doit pas les mettre à mal. Dans le sens où ils savent pourquoi ils participent, ils savent qu'il y a des choses pour eux. On ne communique peut-être pas forcément assez, et je rejoins ce qui avait été dit. L'université est éclatée dans le sens où on avait en différents organismes avant, il y avait des associations qui étaient existantes par le passé. La fusion fait qu'on n'a pas encore restructuré ces associations, et donc il y en a qui se marchent un peu dessus, d'autres qui sont totalement mortes. Il n'y a plus d'association de doctorants sur le campus de Marne-la-Vallée. À ma connaissance, sur les autres campus, je ne sais pas. Nantes. Comment ? Juste Nantes. Juste Nantes, et encore, c'est via comment s'appelle, la SCE 77, pas 77 mais 49, 44. Et on est sur un manque de réorganisation de ces associations. Et pour ce qui est de la politisation des associations, j'aime bien le fait que ça soit... Bon,
on puisse avoir des avis et débattre de choses, tant que ça reste, on va dire, dans un cadre légal. Et de l'autre côté, j'aime aussi le fait, dans les associations, qu'elles ne soient pas forcément uniquement à titre de divertissement, mais à titre de, donc pas de networking, mais de perspective sur l'avenir. Je pensais donc notamment à des ouvertures, comme tu as dit, des ouvertures plus sur la recherche. Bon, pour ma part, en tant que doctorant, c'est comme ça que je le perçois. Donc avec ma thèse en 180 secondes, qui est quelque chose qui existe déjà, et donc inciter les étudiants à aller voir les workshops, ce qui se passe après, et en plus, l'idée c'est inciter les doctorants à participer, parce que les doctorants, c'est ne serait-ce que sur qu'on s'appelle le collège doctoral des deux, c'est 300 personnes à peu près, 300 étudiants. C'est pas négligeable, mais ils se sentent pas concernés par les associations étudiantes aujourd'hui. Un doctorant va très peu participer activement, et donc c'est un choix, hein, mais c'est juste une non-reconnaissance et une non-assimilation aux étudiants. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être échangées durant des activités diverses avec les étudiants, ne serait-ce qu'en perspective de master. Paul et Alexis va conclure sur le sujet. Paul. Très bien, alors la question aussi c'est justement aussi rendre visible cette question d'accessibilité, parce que par exemple il y a plein d'associations qui permettent aujourd'hui, je vais citer des associations par exemple diplomatiques, la FDNU qui permet justement d'accéder à la diplomatie plus simplement, qui permet justement de rencontrer des diplomates, de créer des projets pour l'avenir et justement d'ouvrir plus de perspectives vers les relations internationales. Ce qu'on voit justement aujourd'hui dans la plupart des milieux, c'est que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la politique et s'intéressent aussi aux relations internationales. C'est ce qui fait vraiment le fondement de l'esprit critique, et ça c'est vraiment important de le comprendre, c'est que sans politique, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de critique, et justement c'est là-dessus qu'on souhaite insister aussi. Alexis pour l'UNI et pour conclure sur le sujet. Moi, j'en ai marre d'entendre en boucle le sujet, les organisations politiques, les organisations diplomatiques. Vous ne connaissiez pas tout à l'heure le montant du RSA, je ne sais pas de quel milieu vous venez, de quel monde vous venez, vous débarquez comme ça pour parler de précarité sur un sujet que vous ne connaissez pas. Nous, on est là pour parler à tous les étudiants, pour qu'ils aient la liberté de décider de ce qu'ils veulent financer, ce qu'ils ne veulent pas financer. Et au final, l'université, c'est fait pour quoi? C'est fait pour travailler après. Donc, on a des propositions constructives sur l'après, sur les métiers de demain, sur des conférences, sur du networking. Voilà. Après, ce serait pas mal que l'UNI maîtrise les sujets de vie associative et cesse de proposer des initiatives qui existent déjà. Exemple? Le Trophée Descartes, c'est déjà une initiative sportive qui rassemble toutes les formations, qui existe depuis plusieurs années et où toutes les composantes sont en compétition le samedi ensemble. Il y a ça tous les ans. On était de proposer des Olympiades sur le sujet. Mais ça existe déjà en fait. Oui. Le Trophée Descartes, ça existe déjà. Hein. Développer, continuer. Le trophée Descartes à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, là, il faut faire attention parce que si on organise ça, il va falloir organiser le transport pour pouvoir faire venir tous les gens du national et ça va coûter de l'argent. Je ne suis pas sûr que l'UNI soit favorable à ce qu'on dépense plus d'argent. On va passer au sujet de la transition écologique, sujet très important évidemment au sein de ce campus, au sein de tous les campus de France et en particulier de celui de Gustave Eiffel. Quelle place accordez-vous à la transition écologique, messieurs, dans vos programmes chacun? Quelle action concrète proposez-vous? Paul, pour l'Union étudiante. Alors, d'abord, il faut comprendre aussi que la transition écologique, c'est un aspect important de notre programme. Nous, on considère qu'il est essentiel d'agir concrètement et rapidement justement face à l'urgence climatique. Il faut proposer des actions pour nous à plusieurs niveaux, pour permettre justement que le campus soit plus durable et de sensibiliser l'ensemble de la communauté universitaire à cet enjeu. D'abord, pour nous, ça passe par des actions concrètes, en premier temps avec le tri des déchets, avec le renforcement des petites actions permettant le tri des déchets efficace sur l'ensemble du campus, ce qui n'est pas encore complètement mis en place et qui doit encore être renforcé. Mais aussi, ça passe dans cet aspect-là des actions concrètes par une collaboration avec le Crous. Notamment, on travaille avec le Crous de Créteil où on a potentiellement des représentants. On a aussi des représentants qui travaillent au Crous de Créteil. Et nos élus étudiants nous permettront de viser à l'amélioration de la gestion des stocks pour éviter le gaspillage alimentaire et de développer une offre végétarienne qui a un impact positif sur l'environnement. Et sur la question des actions structurelles, pour nous, ce qui compte, c'est aussi l'intégration de l'urgence climatique dans les formations. Il y a un manque de prise en considération de l'urgence climatique dans les formations. Toutes les formations ne sont pas prises en compte avec l'urgence climatique. Pour nous, il faut que ça soit réfléchi, que ça soit pensé au sein du CAC pour inclure tous les acteurs de l'université et avoir une discussion justement sur comment est-ce qu'on peut réfléchir au sein de l'université et développer un esprit critique sur
l'amélioration de la lutte contre l'urgence climatique. Et finalement, sur un point aussi important, c'est la révision des partenariats, parce qu'on estime que notre université elle doit faire le ménage dans ces partenariats, notamment sur le fait qu'il est inacceptable que certaines entreprises dans certains établissements universitaires de l'Université Gustave Eiffel, notamment l'ESI, dont soi-disant la vocation est de lutter contre le dérèglement climatique, soient associées à des entreprises qui soient écocidaires et qui détruisent l'environnement aujourd'hui. Et en fait, nous, on appelle fortement à mettre fin à ces collaborations, voilà, justement avec, par exemple, la BNP qui finance pas mal de projets écocidaires ou bien Total Energy. Alexis pour l'Uni. Alors là, je ne reviens pas sur la BNP, mais bon, je vais passer le sujet. Nous, on est soutenu par Campus Vert, qui est une association qui défend des mesures simples, encore une fois simples, efficaces, applicables, sur des questions du tri sélectif, des espaces verts notamment. Nous, encore une fois, on aime bien les conférences. Donc, on est pour des conférences sur l'écologie, mais une écologie différente, une écologie qui ne promeut pas la décroissance, une écologie qui n'est pas punitive. On est opposé à tout ce qui va être les systèmes de ZFE, où on va faire du tri social sur est-ce que j'ai une voiture plus ou moins récente qui me permet de rentrer dans l'université. Vous rigolez, mais il y a des listes qui proposent ça dans d'autres facs. Donc voilà, nous on est pour une écologie constructive qui va de l'avant et qui n'est pas un frein et pas un tri des étudiants. Léopold pour la liste du Nouveau pour mieux. Alors, c'est intéressant du coup parce que la transition écologique, c'est vraiment ce qui est, enfin, je le répète un peu depuis le début de notre débat, c'est un peu ce qui fait de Gustave Eiffel ce qu'elle est. Elle est tournée autour des territoires, elle est tournée autour de la mobilité, des villes de demain. Et donc on a des laboratoires au sein de l'université, notamment aussi à Marne-la-Vallée, qui sont, on va dire, les figures de proue et donc qui se doivent d'être exemplaires. Paradoxalement, faire de la recherche, ça pollue. Donc, faire en sorte que ces laboratoires aient plus de poids au sein de l'université, notamment au conseil académique, au conseil administratif, et qu'on puisse les écouter. Juste ça nous permettrait de débloquer la situation d'un point de vue transition écologique et de montrer que Gustave Eiffel, même si elle est experte en transition écologique, c'est aussi une figure de proue d'un point de vue exemple. C'est-à-dire que Marne-la-Vallée, on est bien desservi, il n'y a pas de problème. On a le RER A qui est à côté. Je pense à d'autres sites où justement ça va être, venir en voiture, comme vous l'avez dit, ça va être une accessibilité qui sera réduite. Ça va être sur ces sites-là où il faudra plus jouer. Marne-la-Vallée, en réalité, on est un site qui est déjà bien ancré dans la transition écologique, puisqu'on est avec des moyens de transport en commun qui sont utilisés par les usagers. Les autres sites, ça l'est beaucoup moins, puisque beaucoup moins accessible. Oui. Non, c'est tout. Bruce pour l'Orge. Alors, pour revenir déjà sur ce qui a été dit, effectivement, il y a des actions à prendre concernant le recyclage, la valorisation des déchets, notamment au niveau de la restauration, qui est un secteur qui produit énormément de déchets. Il y a quelque chose à faire avec le Crous et il y a un travail à mener là-dessus. L'Union étudiante l'a bien expliqué. Il y a également un travail sur le numérique à faire. Je prendrai un exemple qui parlera sans doute à tous les étudiants, c'est le nombre de mails qu'on reçoit. On reçoit une quantité de mails affolante et il y a un vrai travail pour réduire le nombre de mails, pour condenser l'information, la mettre à des endroits différents. Donc ça, il y a aussi un enjeu de communication derrière, de clarifier la communication, mais c'est aussi un enjeu écologique parce qu'un mail, ça pollue, surtout quand on met des images, quand on rajoute des pièces jointes. Donc il faut simplement qu'on réduise ce nombre de mails. Sans revenir sur les actions de recyclage, on peut aussi s'intéresser aux actions de mobilité, favoriser les mobilités douces, favoriser l'utilisation donc du vélo, de la marche à pied. Ça passe notamment par un réaménagement du campus. Alors c'est pas un truc qu'on peut faire d'un claquement de doigts puisqu'on ne possède pas le campus, mais c'est un travail qu'on peut mener déjà au sein de l'université puisqu'on a l'expertise qui permet de faire ça avec différents laboratoires, différentes écoles qui travaillent sur ces sujets, et on peut également essayer de travailler avec l'EPAMarne, par exemple, qui est l'établissement public d'aménagement en charge de l'aménagement donc de la commune de Marne-la-Vallée, avec la collectivité commune dont on dépend. Ça, c'est pour le campus de Champs-sur-Marne. On peut évidemment essayer de voir pour faire les mêmes approches sur les autres campus. Et enfin, une dernière position, parce que c'est quelque chose qu'on a constaté quand on regarde un peu les subventions qu'on donne aux associations à l'université. Il y a un angle mort sur les associations
qui parlent d'écologie ou qui organisent des actions, alors que ce soit en faveur de la précarité ou de l'écologie, on finance, c'est des associations qu'on finance assez peu, donc, et même qui existent assez peu. On peut citer quelques initiatives comme les engagés, développons, alors ça c'était à l'école des ponts, ça marche pas, mais les écoles, l'ESSIE, l'ENSA Paris-Est, le NSG, le IVP ont des associations d'écologie, mais on n'a plus d'associations qui existent au niveau de l'université et il faut qu'on pousse aussi à la création d'associations qui traitent de ces sujets et ça permet d'avoir des actions, même si c'est pas quelque chose qui va sauver la planète à grande échelle, c'est des actions de petite échelle, mais c'est aussi des actions de petite échelle qui vont... c'est certaines actions de petite échelle qui vont nous aider à faire quelques pas, en plus des actions de grande échelle, mais c'est pas forcément les questions qu'on peut traiter à l'université. Alexis pour l'Uni. Non, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. J'ai pas grand-chose à ajouter, je pense. Alors peut-être Paul pour l'Union étudiante, puis après. Oui, du coup, on est apparemment plus dans l'ordre du déni climatique, mais ça, c'est un sujet. On est plus aussi sur une question, du coup, pour nous, qui va dans le fond. Pour nous, l'urgence climatique, elle ne se traite pas forcément avec des petites mesurettes. On peut déjà commencer par ça, mais pour nous, elle passe aussi par le volet, justement, d'agir au niveau du CNESER et d'agir aussi au niveau du CROUS. Et pour ça, il faut vraiment prendre en compte le fond du problème et pas uniquement s'axer sur un seul volet. Voilà. Moi, je vais répondre parce que du coup, je suis attaqué. Je suis un ingénieur. Je pense connaître mieux le sujet écologique que quelqu'un qui est en bac plus 5, cravate rouge. Je défends des mesures simples, applicables. Là, clairement, la taxe, je la comprends pas. Et c'est pas en citant vos nombreux élus que vous avez dans nos institutions. La réalité, c'est que l'angle d'action à l'échelle d'une université, il y a des choses à faire, mais après, on ne va pas sauver le monde complètement avec déjà la France qui représente 1% du CO2 émis dans le monde. Et en plus, sur Gustave Eiffel, sur un campus, vous l'avez cité, qui, on a de la chance ici à Marne-la-Vallée, est déjà équipé. On peut pas, c'est mentir que de dire qu'en faisant des mesures très compliquées, on arrivera à un changement énormissime. Mais il y a des choses à faire, très simples, très applicables et très peu chères. Alors, plutôt Léopold, au niveau du temps de parole. Là-dessus, donc je te rejoins sur la transition écologique. Je suis entièrement d'accord qu'il faut y aller par des efforts du quotidien, mais je pense que mon discours a mal été compris tout à l'heure. Mais le plus important et le plus intéressant pour Gustave Eiffel, si on veut avoir un impact écologique intéressant, c'est dans les recherches et montrer que justement on a permettre aux recherches internationales de l'université, notamment la réduction, utiliser des lieux en bas carbone ou autres. Donc pour la construction, pour la ville, l'université a plus intérêt à mettre, on va dire, des moyens au sein de la recherche et pas de la vulgarisation, mais de l'internalisation. On a compris le concept. Des recherches réalisées à l'université, ça profitera au monde entier et plutôt que de effectivement, alors ça n'empêche pas de faire justement des actions du quotidien, mais voilà, je pense, pour la transition écologique, c'est le point de vue niveau pour nous. Messieurs, on va passer à la toute dernière partie de notre débat. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je pense que c'est peut-être intéressant de... Pas forcément de questions. Voilà, j'ai fait un petit appel, au moins il a été réalisé. Dernière partie avec cette vision finalement à long terme de notre fac. C'est un peu dans l'arène, on appelle ça la minute pour convaincre. Vous allez chacune et chacun regarder une caméra en face de vous et développer votre université demain. Voilà. Comment vous voyez l'université Gustave Eiffel dans 10 ans? Alors, au niveau des temps de parole, je fais juste un point. Bruce, il va falloir être très concis, malheureusement, sur cette question, sur cette vision de l'avenir. Gustave Eiffel dans 10 ans, finalement. L'Uni et l'Union étudiante auront plus de temps de parole sur cette question-là, et Léopold, un middle entre les deux. Voilà. On va commencer donc par l'Union étudiante d'abord, qui est en dernière position, ensuite ce sera l'Uni.
L'Union étudiante. Très bien, alors si on devait imaginer l'université Gustave Eiffel dans 10 ans, pour nous ça serait d'abord une université écologique qui aurait intégré l'urgence climatique dans toutes ses formations, avec des infrastructures de gouvernance, avec un modèle de durabilité. Ça serait aussi une université qui serait solidaire et inclusive, avec des politiques d'égalité des chances, avec également un revenu d'autonomie nationale, où chaque étudiant pourrait étudier dans de bonnes conditions sans barrières socio-économiques. Finalement, ça serait aussi une université mieux connectée avec par exemple le Grand Paris Express et les lignes 15 et 16 qui rapprocheraient l'université du reste de la métropole et attirerait plus d'étudiants au sein de l'université. Et finalement, ça serait une université qui soit ouverte sur le monde, international et humaniste, en maintenant la gratuité pour tous les étudiants extracommunautaires pour justement permettre cet ancrage mondial et aussi un ancrage territorial. Et aussi, on tient à rappeler que justement, on a un syndicat qui est très engagé sur les questions écologiques, contre la lutte contre l'extrême droite, contre les racismes et contre tout ce qui va justement à l'opposé de la vision de l'être humain. Et justement, pour nous, il est important que tous les étudiants, quel que soit leur milieu, aient accès à des études. And we think that it is very important that all students get to access to their studies and that even that you be aware that far right is never good. Thank you. Merci Paul pour l'Union étudiante. Alexis pour l'Union. Je suis très mal à l'aise. Nous, on vise un modèle de formation idéal, un compromis, enfin un mélange entre le côté académique et le monde professionnel, un rayonnement national et international, notamment avec la croissance dans le classement Shanghai. On est la liste locale du sérieux. Je suis désolé que la cocarde étudiante ne soit pas là, mais qui est une autre liste qui se prétend de droite et qui clairement a parachuté des gens ici. Nous, on est des étudiants qui étudient ici. On a des mesures simples, efficaces, réalisables, qui s'inscrivent dans une vision long terme. On est la candidature de la défense du valeur du diplôme pour que vous puissiez travailler avec un diplôme qui vaut quelque chose parce que vous aurez mérité votre diplôme et vous aurez acquis des compétences. On n'est pas là pour vous vendre un salaire étudiant imaginaire. On n'est pas là pour vous faire un monde des bisounours où tout est gratuit. On est là pour de l'applicable pour que dans 2 ans, vous soyez fiers de votre vote et que vous continuiez avec nous. Merci Alexis. Léopold pour la liste du nouveau pour mieux. Pour nous, l'université, c'est dans 10 ans. C'est des formations qui ont changé, qui ont muté, qui fonctionnent avec les nouveaux enjeux, qui sont alignés et qui sont dans une synergie avec les laboratoires, qui sont appuyés par ceux-ci, d'un point de vue d'embauche derrière, de reconnaissance. On a une université avec des étudiants qui seront tournés vers l'international, puisqu'on souhaite justement promulguer ça. Et en effet, donc, comme je l'ai dit juste avant, promulguer les recherches et la figure de proue qu'on est, notre identité. On n'est pas une université qui fait, bon, il y en a certains qui font des sciences fondamentales ou qui est réputée pour ça en tout cas. On peut l'être, mais on est avant tout connu pour avoir une identité et donc c'est se créer une identité autour de l'écologie, de la transition écologique. Il y a des synergies qui sont à créer, il y a des synergies qui vont naître. Et que ça soit intercampus, que ça soit même entre les laboratoires, entre les formations elles-mêmes, entre les universités, parce qu'on manque de collaboration avec les autres universités, notamment celle de Nantes ou autres, puisqu'on est dispersé partout en France. On ne peut pas vivre sans ça. L'université Gustave Eiffel, c'est une université recomposée, encore une fois. Et donc, on veut assumer notre fusion. On veut dire, oui, on a fusionné, mais on garde aussi un passé, donc des identités, mais on s'est homogénéisé, on a eu quelque chose, une histoire commune, et on va vers de l'avant. Merci Léopold. Bruce, il va falloir être très court, pas plus d'1 minute. La vision qu'on vous propose pour l'université dans 10 ans, c'est une université déjà qui rayonne, qui vous offre un diplôme qui sera reconnu, plus reconnu que ce que nous avons aujourd'hui. Ce sera une vie de campus qui sera plus dynamique. Ça sera évidemment la défense de valeurs d'écologie, d'inclusion, de solidarité. On veut que cette université soit là pour vous accompagner, soit un modèle de proue parmi les autres universités. Pour vous défendre et surtout, on veut enfin que ce soit une université qui soit capable de faire construire la participation étudiante avec notamment des instances telles que le renforcement du Parlement étudiant. On espère que ce renforcement permettra de mieux défendre les défis qui nous affronteront dans 10 ans, car il y en aura toujours. Merci Bruce, merci messieurs pour ce débat constructif. Parfois quelques petites tensions entre certaines listes, ça fait partie du débat démocratique après tout.
et ça fait vivre la politique française et la démocratie étudiante. Merci au public qui a été présent pour nous suivre jusque très tard, on approche des 19h. Merci à l'ensemble de l'équipe technique de REC et de Tribun en partenariat, notamment Nathan et Caïs qui sont présents ce soir en régie, de Lucas, notre secrétaire général, qui a été la figure de proue, notamment dans le lien entre les candidats, de Fantin, qui s'est occupé de la partie publique, et donc de l'ensemble de notre public, et de Johan, qu'on peut remercier également d'être resté jusqu'au bout, et qui ne peut pas venir nous voir, on en a parlé tout à l'heure, et on espère qu'à l'avenir, cette situation viendra à s'arranger. Évidemment, ce débat sera retrouvé sur YouTube dans les tout prochains jours, on fera de la communication là-dessus, et rappeler la date des élections étudiantes du 17 au 25 novembre prochain. 24 et proclamation des résultats le 24. C'est pas 25, 24. Hein. Immédiatement après la clôture du bureau de vote. C'est ça, 24 novembre pour la proclamation des résultats. On vous tiendra évidemment informé à la fois des dites élections et évidemment du résultat. Passez une excellente soirée sur nos antennes. Au revoir.